Salut à toi. Aujourd'hui, dans cette petite vidéo, j'ai décidé de te montrer la voie de empereur du Japon. L'histoire de l'empereur Hirohito. Un peu d'histoire. Ça te fera pas de mal, non? Pas vrai? C'est la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le Japon capitule. On assiste à la rencontre entre l'empereur du Japon, Hirohito, et le commandant américain Douglas MacArthur. Et MacArthur, il s'interroge sur le genre d'homme qu'est cet empereur japonais. Comment est-il devenu ce qu'il est? Eh ben, hop, gros flashback. On revient sur la jeunesse de l'empereur, alors encore prince héritier. Il vit avec ses frères, on les appelle les Koson, les enfants de la lignée impériale. Au palais impérial arrive Adachi Taka, la nouvelle nourrice des Koson. Je sais, ça sonne comme une insulte, mais c'est pas le cas. Elle découvre le prince Michi, c'est comme ça qu'on l'appelle à l'époque, et non Hirohito, à ses 4 ans. L'éducation de ce dernier est la priorité absolue, la grande mission qui lui est confiée. Parce que oui, c'est pas les parents qui s'occupent de ça. Son père, Yoshihito, fils de l'empereur en place, Meiji, sera le prochain empereur Taisho. Quelques années plus tard, on retrouve le prince qui a alors 10 ans, qui va à l'école, la Kakushuin, une école pour les aristocrates. Un nouveau directeur vient justement d'être nommé sur ordre de l'empereur Meiji. Il s'agit de Maresuke Nogi, ancien général d'armée. Ah ça, ils vont moins moufter les lardons, hein. Et après la mort de l'empereur Meiji, les choses s'accélèrent pour le prince héritier Michi. Il doit prendre des cours à l'Institut du Palais de l'Est en vue de son futur règne. Il sera éveillé par différents professeurs triés sur le volet qui lui inculqueront des valeurs qui resteront gravées en lui. On découvre alors comment s'est forgé le caractère et les principes du futur empereur de l'ère Showa, Hirohito. Aspire bien les deux H1 comme pour manger des ramen. Dans ce titre biographique, on retrouve un trait très réaliste. On sent le travail de documentation fourni pour réaliser ce manga. Les décors sont très présents et détaillés au possible, afin d'ancrer le lecteur dans l'histoire. Les monuments historiques, bien évidemment, sont reproduits fidèlement. Les personnages suivent aussi cette volonté. Ils sont ressemblants et possèdent une palette d'expressions très naturelle et tout en finesse. Juste un petit truc. Bon, déjà, il y a pas mal de noms à retenir. C'est pas forcément évident, mais aussi 3 persos se ressemblent un peu physiquement. Les 3 vieux barbus moustachus à sourcils noirs, Nogi, Togo et Sugiura. Et des fois, fallait que je cherche un peu qui était qui, faut bien l'avouer. La mise en page reste sobre, classique et efficace, elle permet une lecture fluide. Les planches comportent aussi pas mal d'annotations et des phrases de contextualisation dans les vignettes. C'est nécessaire pour bien faire comprendre ce qui se passe, mais parfois, ça alourdit un peu la lecture. Côté édition, Delcourt Tonkam donne à ce manga une dimension majestueuse, avec du doré au titre et également sous la jaquette. L'illustration du tome d'origine est gardée, mais sans le fond jaune. Les premières pages en papier glacé sont colorisées avec un style aquarelle du plus bel effet. Et allez, histoire de chipoter, je pense qu'un complément aurait été appréciable, avec présentation des protagonistes et petite contextualisation. Parce que bon, l'histoire des empereurs japonais, franchement, j'en bouffe pas tous les midis. Alors, faire un manga sur un empereur emblématique du Japon quand même? Faut pas se louper, non? Niveau contexte de sortie, ce titre paraît pour les 30 ans de la mort de l'empereur Hirohito, ainsi que pour le couronnement fin octobre de son petit-fils Naruhito. Une grosse actu de lancement en somme. Et qui se cache derrière cette œuvre? On voit pas moins de 4 noms sur la couverture. Primo, Hando Kazutoshi. En fait, il a écrit un best-seller, l'histoire de Showa. C'est un écrivain spécialiste de l'histoire moderne du Japon. C'est sur son œuvre qu'est basé ce manga. Deuxio, au scénar, Eifuku Issei. On le connaît par chez nous notamment pour son travail aux côtés de Matsumoto Taiyo sur le samouraï bambou. Tertio, au dessin, Nojo Junichi. Un homme au parcours plutôt atypique et chaotique niveau manga, on va dire. Il a notamment créé un manga à succès sur le mahjong et est reconnu pour son trait réaliste et marqué. Et Katremachio, à la supervision de l'ensemble, on retrouve Shiba Hidetaka
ancien éditeur chez Shogakukan qui a travaillé auprès de monstres sacrés tels Tezuka Osamu, Mizuki Shigeru ou Fujio F. Fujiko. Belle carte de visite quoi. Bon, une sacrée équipe quand même, hein, pour un titre prometteur sur le papier et dans sa réalisation. Ce récit biographique porte sur la vie de l'empereur dès sa plus tendre enfance. Il nous dévoile les coulisses du palais et de sa vie familiale, mais également l'organisation politique en place autour de lui. Ce premier tome nous narre les apprentissages du prince jusqu'à son adolescence. Au départ, on focalise la narration sur la nourrice, qui arrive au service des princes. Puis, petit à petit, le prince grandit et le récit se retrouve centré sur lui et la présence de la nourrice s'efface. Mais elle demeure très importante aux yeux du prince héritier. Plus que sa mère même. Son père, l'empereur Taisho, est souvent représenté, l'air plutôt désinvolte, à la cool, en train de bâiller par exemple. Il m'a été un peu compliqué parfois de me retrouver dans les noms et les situations. Faut reprendre un peu la lecture, genre pour pas se tromper, comme je l'évoquais avant sur les personnages et leurs fonctions. Les dates sont indiquées selon les ères et leurs années. En 37 de l'ère Meiji par exemple, c'est 1904 en fait. Bon, c'est normal bien sûr, car c'est important dans un manga portant sur le système impérial. Mais ça alourdit la contextualisation aussi pour nous, petits occidentaux non initiés. Ce titre peut très bien se lire sans connaissance particulière sur le sujet, mais je pense qu'un novice peut avoir intérêt à se renseigner un minimum sur le contexte au préalable pour vraiment profiter de ce manga et comprendre les attitudes des personnages. Bref, une belle plongée dans la vie de celui qui a tenu le règne le plus long au pays du soleil levant. Et en conseil de lecture, va jeter un œil sur une autre série d'Eifuku Issei, le samouraï bambou, où un samouraï sans maître n'aspire qu'à vivre paisiblement. Il troque alors son sabre de métal contre un en bambou. Côté histoire, tu peux aller voir Peleliu, Guernica of Paradise, qui nous plonge sur une île durant la guerre du Pacifique, aux côtés d'un soldat, aspirant mangaka, qui ne rêve que de sortir de l'enfer de la guerre. Et dans le style biographique, mais sur un autre personnage emblématique, t'as Jésus, de Yasuhiko Yoshikazu, qui nous présente l'histoire du Fils de Dieu par le regard d'un jeune disciple. Et ben voilà, c'était Loud, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Empereur du Japon. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga. Empereur quoi. La classe. Franchement, si moi j'étais empereur, j'en ferais voter un paquet de lois, hein. Crois-moi. Puis des belles, hein.